Bonjour à toutes et à tous, et un grand merci à toutes les personnes présentes. Bien entendu, les conférenciers, les patients, les témoins, etc., mais surtout le public qui est venu écouter. Je suis Romain Attal, je travaille au Palais de la Découverte, où dans l'unité Un chercheur, une manip, nous organisons actuellement une petite exposition sur le thème du cancer, dont le titre est « Le cancer de points, maladie simple ou compliquée ». Et dans le cadre de cette exposition, une dizaine de chercheurs participent, viennent présenter leurs travaux de recherche, les collaborateurs du Dr Laurent Schwartz, et autour du problème du métabolisme du cancer. Et dans le cadre de cette exposition, donc, on a ajouté 2 conférences. Le 14 septembre dernier, une conférence de Mireille Suma qui a eu lieu au Palais de la Découverte, qui sera en ligne prochainement. Et aujourd'hui, la conférence du Dr Laurent Schwartz, qui va nous parler donc de son approche et de l'approche métabolique du cancer en général, avec le même titre, donc le cancer, maladie simple ou compliquée, comment comprendre le phénomène cancéreux. Il y aura des témoignages de patients, c'est Laurent qui va gérer ça, au niveau du timing, à quel moment. Donc voilà, et il y aura bien sûr des questions, une interaction avec les auditeurs, n'hésitez pas, il y aura des micros qui vont passer. Et si vous êtes sur Paris, région parisienne, et que vous êtes encore disponible jusqu'au 13 octobre, n'hésitez pas à venir au Palais de la Découverte, je fais de la publicité quand même, n'hésitez pas à venir au Palais de la Découverte pour voir l'exposition, et peut-être, si vous venez le mercredi, le samedi ou le dimanche, jusqu'au 13, voir des exposés. C'est à 14h et 15h30, chaque mercredi, samedi, dimanche, jusqu'à la fin du thème. On finit avec la fête de la science, la fin de la fête de la science, et même le 12 et 13, je crois que c'est Octobre Rose. Donc on peut intégrer ça dans ces manifestations. Voilà, c'était simplement pour vous signaler que c'était dans le cadre de cette exposition que cette conférence était organisée. Et je vais laisser la parole à Laurent, qui est juste ici. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, merci d'être venu malgré les gilets jaunes, la mort de Jacques Chirac et je ne sais trop quoi d'autre. Je suis content que vous soyez tous là. Donc, je vais essayer de vous faire passer des messages. Le premier message, c'est qu'il faut regarder devant et pas regarder derrière. Alors, si vous voulez regarder derrière, c'est-à-dire le bilan de la cancérologie telle qu'on l'a connue, vous allez, et c'est Mireille Suma qui m'a indiqué ce site que je ne connaissais pas, sur le site de GlobaCan. Globa pour global, Can pour cancer. Et là, vous voyez défiler dans la majorité des pays développés la mortalité par cancer, par site, par année, avec tout le suivi et ainsi de suite. Donc vous avez tous les chiffres. Et mon propos n'est pas de revenir sur le passé, ça n'a pas de sens, mais vous pourrez vous-même vous rendre compte du bilan, de ce qui a été fait, et possiblement de l'inadéquation entre les sommes astronomiques qui ont été dépensées et les résultats réels mais partiels. Donc, le propos que je voudrais vous faire avant d'aller dans les diapos, c'est le cancer est fondamentalement une maladie simple. C'est une maladie qui se définit par l'effet Warburg, et je vous expliquerai ce que c'est, l'effet Warburg étant une conséquence, une simple conséquence du deuxième principe de la thermodynamique. Le deuxième principe de la thermodynamique, je rentrerai là-dedans, mon but n'est pas de vous perdre. Donc, on est en train de vivre une période formidable, je pense que ça doit être un film ou quelque chose comme ça comme titre, mais on vit la compréhension, l'explication de ce qui a été le grand fléau du XXe siècle. Et on vit cette période de transition où on a compris la maladie et on n'a pas encore le traitement pour les malades qui ont besoin d'un traitement là, maintenant, tout de suite. Donc c'est une période extrêmement difficile, une période de contraste entre une science qui avance extrêmement vite et qui est extrêmement claire, et
un besoin quotidien pour beaucoup d'entre vous qui sont là avec la quête de la martingale, du traitement miracle que malheureusement nous n'avons pas. Mais que nous espérons avoir, mais pour l'instant nous ne l'avons pas. Donc on s'est groupés tous ensemble, un groupe essentiellement d'amis. Je vous donnerai des listes de noms après, peu importe qui c'est, mais et avec une idée de base, une idée simple. Le cancer, c'est pas compliqué. Et le jour où c'est pas compliqué, ce qui est un pari pascalien, je veux dire, si c'est compliqué, ça sert à rien d'aller chercher. On va pas y arriver. Donc l'idée, c'est que le cancer est simple et on s'est organisé tout d'abord dans un réseau de matheux, de physiciens et ainsi de suite. Et plus récemment, une fondation a été posée et acceptée dans le site de la Fondation de France, donc qui est reconnue d'utilité publique. Fondation qui va avoir comme but de nous aider à financer la suite. Donc, les médecins ou physiciens, il y en a certains dans la salle, et ça n'a pas de sens que je les salue, mais je tiens à eux en tout cas, sont ici. La plupart sont issus des grandes écoles parisiennes, que ce soit Normal Sup ou Polytechnique. Et il y a tout un réseau en plus de médecins et maintenant, j'espère, de malades pour mettre tout ceci en musique. La question et ce qui nous unit ce soir, c'est la difficulté et la volonté de faire un passage entre une compréhension de la maladie et, au fond, la fin d'un fléau. Nous, le groupe des gens que j'ai animé, mes amis avec lesquels on a passé N+1 dîner à la maison à essayer de comprendre le cancer, nous avons fait une grande partie du boulot. Je veux dire, on ne peut pas aller beaucoup plus loin avec la structure dans laquelle on est que de comprendre ce que c'est que le cancer et de pouvoir l'exprimer en une phrase ou deux. Maintenant, va se passer une autre étape qui va être la mise en place d'un traitement, avoir un traitement efficace, un traitement non toxique et ainsi de suite. Et ça, c'est plus forcément les mêmes acteurs, c'est plus forcément le même jeu, c'est plus forcément les mêmes personnes. Et c'est ça que je voudrais que l'on définisse tous ensemble et surtout autour de la discussion qui va venir. Alors, excusez-moi, j'en ai passé une de trop. Voilà. Moi, j'aimais quand j'étais avec un jeune étudiant, poser une question que je trouvais vacharde, mais au fond extrêmement symbolique, c'est qu'est-ce que le cancer? Et suivait habituellement une définition de prolifération anormale de cellules pas franchement normales et qui ne répondait plus à l'homéostasie cellulaire. Enfin, des trucs qui n'avaient pas de sens. Et au fond, de quoi parle-t-on si on veut guérir le cancer? La première question, la première butée sur laquelle on était, c'était de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on a en face de soi? Qu'est-ce que la maladie? Et ça va être le propos de cette conférence, d'expliquer, j'espère en termes clairs et compréhensibles par tout un chacun, que le cancer n'est que l'effet Warburg, lui-même une conséquence de la deuxième loi de la thermodynamique. Alors, vous voyez bien que la définition du cancer a varié. Des notions aussi simples que les métastases sont des notions qui n'apparaissent dans la littérature scientifique que dans les années 1820-1830. Hein. Avant, on ne sait pas que le cancer peut métastaser, d'où on confond ça avec des maladies infectieuses. Puis vous avez les hypothèses d'Otto Warburg, on reviendra dessus, dans les années 1920. Warburg est un personnage qui n'est pas que très sympathique, excellent scientifique, prix Nobel, nominé pour un deuxième prix Nobel, dont les élèves, dont Hans Krebs, auront le prix Nobel. Je veux dire, c'est tout de même un monde extrêmement scientifique, mais qui refusait tous les contacts avec les femmes, vivait une vie d'ascète, ne mangeant que les graines de son jardin et ainsi de suite, et se coupant du monde. Et son erreur ou pas a été de ne pas quitter l'Allemagne. Et en 1945, quand les soviétiques arrivent et le trouvent à Berlin, il sort de son abri en disant « Ich bin der Professor Warburg ». Je suis le professeur Warburg. Évidemment, les soviétiques, peu importe, mais il ne partira pas aux États-Unis. C'est-à-dire que ces théories sur
le métabolisme ne vont pas devenir monnaie courante comme ce que les physiciens allemands ont disséminé aux États-Unis, et ainsi de suite. Après, le cancer va être perçu comme une maladie génétique, vous le savez tous, et puis il y a eu une hypothèse derrière l'autre, et peu importe les hypothèses. Donc quand on est paumé, ou partiellement paumé, qu'on est devant une devinette de la biologie, qu'on ne comprend pas de ce dont il s'agit, eh bien, il faut faire retour sur qu'est-ce qu'on sait vraiment. Et au fond, ce que l'on sait, c'est que la physique contrôle l'ensemble du monde. Et qu'au fond, il n'y a pas tellement de lois de physique qui expliquent ces bâtiments, qui expliquent la dérive des continents, et ainsi de suite. Donc, est-ce que la biologie, c'est-à-dire vous, moi, les maladies, peuvent s'expliquer simplement par de la physique? Et là, j'ai eu l'aide d'Olivier Lafitte, qui m'a fait le plaisir d'être dans la salle, mais aussi de Marc-Henri, pour essayer de comprendre, avec des termes de physique, des lois extrêmement simples du vivant. Alors, je vais venir à la première partie de l'exposé, c'est le cancer, c'est l'effet Warburg. Alors, ce que nous, on a vu depuis les années 80-90, c'est quand on fait un examen en injectant du sucre radioactif, comme chez ce malade, vous voyez bien que le sucre radioactif est injecté au pli du coude, et vous voyez que les ganglions, là, c'est pas besoin d'être grand médecin pour voir que les ganglions captent le glucose, et vous voyez dans le cou et dans le médiastin des ganglions qui sont tumoraux. Et les cellules tumorales vont capter entre 3 à 20 fois plus de sucre que les cellules normales. Et ça a permis de faire sortir de l'oubli les travaux de Warburg, et Warburg en 1920. Donc, une partie des travaux ont même été faits avant la guerre de 14. Il savait récupérer un bout de tumeur, et il avait remarqué que les tumeurs captaient beaucoup de sucre, que les tumeurs ne pouvaient pas brûler, et en faisaient de l'acide lactique. Ce qu'en d'autres termes, c'est-à-dire en termes non médicaux, on appellerait une fermentation, et vous avez d'autres modes de fermentation que vous connaissez, la fermentation éthylique, hein, captation du sucre, et le déchet n'est pas de l'acide lactique, mais de l'éthanol qui fait le schnapps d'Alsace. Et vous avez la fermentation cancéreuse, qui est une fermentation à l'acide lactique. Alors, je dois cette diapo à Romain, qui a très gentiment introduit le topo. Quel est le point commun entre ces trois problèmes? Le coureur de fond qui va avoir des crampes, il peut courir des kilomètres et des kilomètres, mais il va avoir des crampes. Il va avoir des crampes parce que les cellules normales n'ont pas assez d'oxygène. Les muscles brûlent plus de sucre qu'ils n'ont d'oxygène, donc ne vont pas bien pouvoir brûler, et il va sécréter de l'acide lactique. La choucroute, là encore alsacienne, c'est en l'occurrence des bactéries qui brûlent mal le sucre et vont sécréter de l'acide lactique. L'acide lactique est ce qui donne à la choucroute son goût un peu amer. En allemand, sauerkraut, donc amer ou acide. Et évidemment, ce qui nous intéresse plus que la choucroute, le cancer. Le cancer capte le sucre et sécrète de l'acide lactique. Donc vous avez ces trois phénomènes qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres, mais qui peuvent s'expliquer par la fermentation lactique. Alors, deuxième diapo que je dois à Romain, le point commun entre ces trois paramètres, le dromadaire, hein, ça a deux bosses, je confonds toujours comme tout le monde, le coureur et maigrir. Alors, c'est un chameau? Excusez-moi. Bon, vous m'en voudrez pas, ça n'a rien à voir, les équations restent bonnes, même si je les mélange un jour sur deux. Mais bon, l'autre n'a qu'une bosse, mais c'est la même chose. Alors, quand vous voulez vous promener dans le désert avec un dromadaire, ou un chameau, peu importe, vous lui faites boire de l'eau, évidemment, et vous savez que vous pouvez partir en longue promenade dans le désert. Il va évidemment boire ou consommer l'eau qu'il a pris dans l'estomac, mais très rapidement, il a des réserves. Et les réserves du chameau, d'eau, c'est ses bosses. Donc je pensais, comme tout le monde, que c'était de la flotte. Ce n'est pas de la flotte, c'est de la graisse. Et quand la graisse se combine avec l'oxygène,
ça va vous donner de l'eau. C'est de l'eau métabolique. Et vous avez quelqu'un qui est totalement fascinant, qui vit à la période de Galilée, qui s'appelle Severino. Bon, tout le monde l'a oublié. Alors, comme il est de la noblesse, il a le même prénom que le nom de famille. C'est ce que j'ai appris. C'est comme ça chez les Slovènes. Enfin, ça fait peut-être très bien. Et il va vivre sur une balance. Il devait être psychologiquement un peu original, mais il va passer sa vie sur une balance et il va peser tout. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Il va peser la sueur, il va comprendre la notion de transpiration, il va peser les excréments, liquides et solides, et la nourriture. Et il va se rendre compte qu'on sécrète, nous, vous, moi, 600 grammes d'eau par jour. Donc évidemment qu'on boit de l'eau, vous le savez tous, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte, mais on fabrique 600 grammes d'eau. C'est ce qu'on appelle dans le jargon l'eau métabolique. Et c'est cette eau métabolique qui, en disparaissant progressivement, parce que la mitochondrie s'éteint, fait que nous avons l'aspect desséché. Quand vous prenez une photo de quelqu'un, vous voyez son âge, et vous voyez bien qu'un gosse est plus rembourré ou plus joufflu qu'un adulte, parce que son eau métabolique, sécrétée par sa mitochondrie, reste à l'intérieur de la cellule, et que la cellule est simplement plus humidifiée. Donc le sportif, lui, apparemment pour les marathoniens, ils peuvent courir 20-30 km et au bout de 30 km, ils passent en cétose et ils vont brûler leur gras. C'est ce qui parle de mur cétonique. Et la dernière personne, dont j'ai oublié le nom, est passée, donc vous voyez, a fait un régime drastique. Il n'a rien mangé pendant 1 an, un peu plus qu'1 an, et il a évidemment survécu. Tout ça en brûlant ses corps gras. Donc on peut vivre avec un régime cétogène, on peut vivre en ne brûlant que son gras, que ça s'appelle un dromadaire ou un chameau, peu importe, ou quelqu'un qui est en surcharge pondérale et qui tient 1 an. Bon. Alors, juste pour revenir à l'effet Warburg, quelques mots un peu compliqués. Le glucose, le sucre, il peut arriver 2 choses dans la cellule. La première, c'est le sucre est brûlé, ça vous fait du gaz carbonique et de l'eau, et beaucoup d'énergie, d'ATP. Et la deuxième chose, c'est il y a blocage. Et quand il y a blocage, c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg, le rendement énergétique devient beaucoup plus faible. Et c'est ça le cancer. Et l'ensemble de la symptomatologie du cancer, c'est le sucre qui est capté, le rendement qui s'effondre, et donc la cellule, elle a faim, elle a besoin de manger, elle va capter de plus en plus de glucose. C'est l'imagerie que je vous ai montrée avant, et c'est ce qui va se passer et qui va expliquer la symptomatologie cancéreuse. Ça, c'est la même chose dit avec un schéma. Dans les cellules tumorales, le glucose ne peut pas être brûlé et il est transféré en lactate. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg, donc l'acidification du tissu à l'extérieur, parce que c'est de l'acide lactique, hein, je vous rappelle la choucroute, c'est piquant, c'est un peu acide, c'est la même chose, alors que les tissus normaux, eux, vont pouvoir brûler le pyruvate. Pyruvate, c'est 3 carbones, le sucre, c'est 6 carbones, le pyruvate, c'est 3 carbones, et c'est un nom facile à retenir. Pyruvate, c'est le feu, la purification, c'est le même mot, ça brûle. Et la cellule est incapable de brûler ce pyruvate, et c'est cette incapacité de brûler le pyruvate qui fait sortir du lactate. Alors, l'effet Warburg, c'est probablement une des grandes découvertes qu'on a fait, et au fond, c'était enfoncer une porte ouverte. L'ensemble de la symptomatologie cancéreuse, tout ce qui fait le cancer, tout ce qui nous décrit la complexité du cancer, c'est l'effet Warburg. Et là, je dois beaucoup à Frédéric Bouillot de m'avoir beaucoup expliqué toutes ces voies métaboliques. Il y a Maurice Israël qui m'a initié à tout ça parce que c'est pas que simple. Moi, je suis radiothérapeute de formation, donc l'effet Warburg, j'avais vu ça dans les bouquins, mais je l'avais vu entre plein d'autres choses. Et l'effet Warburg, donc cette incapacité de brûler le sucre, et donc quand on brûle mal, on fait du poids, hein, je veux dire, c'est la même chose, va être responsable de la croissance. La croissance tumorale va appuyer sur les tissus à côté, donc va faire ce qu'on appelle une stroma-réaction, tout ça c'est des termes techniques, et en appuyant sur les tissus adjacents, va entraîner une réponse immunitaire. La réponse immunitaire, c'est que la conséquence de l'augmentation de pression, c'est de ce degré de simplicité. Et
quand vous changez l'alimentation cellulaire, vous allez entraîner des mutations. Dernière chose, et ça je vais essayer de venir dessus, mais c'est un peu compliqué, mais je voudrais qu'on y arrive, c'est l'incapacité à évacuer l'entropie. Alors, je voudrais un tout petit peu, je vais essayer de ne pas vous perdre, mais je pense que c'est fondamental, c'est l'entropie. Alors, mais excusez-moi, j'ai des problèmes de diapo. Cet effet Warburg peut être causé par différentes choses. Alors, on sait que ça peut être causé par des anomalies du génome. On ne doute pas qu'il y ait dans le cancer des anomalies du génome. Quand vous avez des gènes qui s'allument pour faire rentrer du sucre en grande quantité, ça entraîne l'effet Warburg, c'est ce qu'on appelle les oncogènes. Les oncogènes, quand vous les mettez sur une carte, sont tous des gènes qui font rentrer de l'alimentation dans les cellules. Cette alimentation sous forme de sucre, l'insuline est fortement cancérigène, ou les insulines line growth factors, ou les facteurs de croissance, ainsi de suite, qui ne sont jamais que du steak haché. Le travail de Frédéric et de son équipe a été de montrer qu'un autre paramètre, celui auquel on n'avait pas pensé et qui nous ramène à la physique, était la raison de l'effet Warburg, c'est la pression. Et ce que sait un clinicien, c'est que le facteur du risque de cancer, c'est l'inflammation. Et si vous avez une inflammation, ben vous allez progressivement développer un cancer. Et je vous rappelle que dans les années 20, quand ils voulaient faire des cancers expérimentaux, ils grattaient la peau constamment, brûlaient, grattaient, brûlaient, grattaient. Ça ne passerait plus aucun comité d'éthique aujourd'hui, hein. Et je pense à juste titre, mais ça finissait par entraîner un cancer. Donc quand vous entraînez inflammation de façon sans arrêt, vous allez entraîner un cancer. Alors l'inflammation aujourd'hui, c'est plus en brûlant et en grattant, mais c'est en fumant et l'atout du bronchite chronique ou la cuite à l'alcool. Tout ça sont des facteurs de risque inflammatoire de toutes ces pathologies lourdes. Donc l'effet Warburg lui-même a des causes qui sont des causes d'engorgement cellulaire par la pression et ainsi de suite. Alors, je vais revenir à l'histoire d'entropie, parce que pour moi c'est important. Au fond, ce qu'on sait jusqu'à présent, cancer égale Warburg. Le Warburg peut être induit par différentes choses, essentiellement la pression. Mais qu'est-ce qui cause l'effet Warburg? Alors c'est une problématique qui est une problématique de scientifique, c'est une problématique qui nous permet à nous de comprendre quelque chose. Alors, on est en 1830, juste avant la Révolution, et il y a un physicien qui mourra jeune, qui s'appelle Carnot. Et ça dit Carnot, je les confonds toujours parce qu'il y a eu un président aussi. Carnot, il travaille sur la machine à vapeur. À l'époque, c'est les seules machines qu'ils avaient. Et il se rend compte que si vous chauffez une locomotive, vous mettez 100, mettons, calories de bois ou de charbon, vous allez obtenir 30 calories de mouvement. Donc il y a 70 calories ou équivalents qui vont disparaître, comme on dit dans le langage imagé, qui servent à chauffer les petits oiseaux. Et donc, ça, il va employer un terme qui s'appelle l'entropie. Vous avez une part du rendement qui s'en va, et ça va donner de la perte de l'entropie. Et arrive après soi une loi fondamentale, qui est la loi de loi de la thermodynamique. Vous ne pouvez avoir de réaction chimique qu'avec une augmentation d'entropie. Si vous prenez, c'est une loi qui a été décrite très largement dans les années 1850, c'est l'apport, vous allez forcément vers le désordre. Si vous avez une plage moitié blanche, moitié noire, il n'est qu'une question de temps pour avoir une plage grise. Vous allez mélanger les grains de sable blancs et noirs, forcément vers le gris. Ça peut sembler totalement trivial, c'est ce qu'on imagine être l'équation de la vie. Au fond, toute cellule vivante, quelle qu'elle soit, c'est toujours la même chose. Vous avez de l'alimentation, c'est le A, qui vous donne soit de la masse, de la biomasse B, soit de la chaleur, soit des déchets. C'est élémentaire, c'est Marc-Henri qui l'a vu, ça peut sembler trivial. Donc, A égale B plus C plus D, au moins de façon relativement simple à retenir. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il faut que ce soit
compatible avec la deuxième loi de la thermodynamique, donc l'entropie. Donc, vous devez avoir plus d'entropie qu'avant. Donc, votre cellule, soit elle va lâcher la chaleur, et je vous rappelle qu'il n'y a aucun animal qui ne lâche pas de chaleur. Nous sommes à 37 degrés. Cette chaleur, on est à 37 degrés à cause de la deuxième loi de la thermodynamique. Soit elle laisse l'entropie sous forme de masse, et c'est ça qui va entraîner la division cellulaire. Donc, qu'est-ce que j'essaye de vous dire ? La cellule, elle peut faire deux choses. Soit elle fait de la masse, c'est l'entropie qui passe sous forme de masse, et ça se divise en deux. C'est simple comme tout. Soit elle fait du catabolisme, et du catabolisme, elle brûle. Vous faites soit de la masse, soit vous brûlez. Et tout en biologie peut être compris, soit par faire de la masse, soit par brûler. Et qu'est-ce que ça va être le cancer? Vous l'avez compris, c'est on ne brûle plus. La cellule ne brûle plus, donc elle fait de la masse. Et tout ça, c'est une conséquence triviale de la deuxième loi de la thermodynamique. Alors, je sais que ces choses-là peuvent sembler un peu abscondes, mais c'est maintenant, nous avons la grille de lecture qui nous permet d'avoir une compréhension du cancer. Donc, je vous rappelle, le cancer, c'est l'effet Warburg. C'est des mots qui sont synonymes. Il n'y a pas de cancer en clinique qui ne capte le sucre. Ils chauffent tous au PET scan. Et deuxièmement, cet effet Warburg est lui-même une conséquence de la deuxième loi de la thermodynamique. On a quitté le monde de l'incompréhension pour se retrouver sur une maladie qui est somme toute simple. Donc le traitement, il va avoir un seul but, c'est de réverser cet effet Warburg, ou, une autre façon de dire, que l'entropie s'en aille sous forme de chaleur. Ça n'est que ça, mais maintenant nous avons une grille, et quand on a une grille, on peut espérer avoir le traitement. Avant, jusqu'il y a peu, la façon de découvrir des médicaments, c'est on voyait que des cellules sous un traitement A, B, C, D mouraient ou ainsi de suite, et on essayait ça chez le malade. Mais on n'avait pas de grille, c'était au petit hasard la chance, et quand on est au petit hasard la chance, habituellement, ça ne marche pas. Là, maintenant, on a une grille, les choses sont simples, et on a compris. Je vais passer l'eau métabolique. Ce que j'essaye donc toujours de vous dire, c'est que tout en biologie et en médecine peut se lire par les yeux de la physique, y compris le vieillissement. Le vieillissement qui nous afflige tous d'une façon ou d'une autre, c'est le dessèchement, ce qu'on voit de façon élémentaire, ce dessèchement qui est lié à la diminution de sécrétion d'eau par la mitochondrie, qui elle aussi fait de l'eau, et qui nous assèche. Alors, jusqu'à présent, comment est-ce qu'on essayait de traiter le cancer? On savait que quand la mitochondrie marchait mal, on faisait des radicaux libres. Ces radicaux libres, vous avez dû en entendre parler, ce sont des mots qui sont forgés dans les années 1950 parce que des spécialistes de l'industrie du pétrole vont travailler dans le cancer et ils retrouvent les radicaux libres qu'ils avaient l'habitude d'étudier dans l'industrie pétrolière. Et donc, ils vont parler des radicaux libres. Et au fond, ces radicaux libres sont simplement dus à une chose, la mitochondrie marche mal. Quand la mitochondrie marche mal, eh bien, il y a des tas de choses qui devraient être excrétées. Je parle de l'entropie. Essentiellement, les électrons. Les électrons n'arrivent pas à sortir. Les électrons ne sortant pas, c'est un jeu de billard et de fabrication de radicaux libres qui vont détruire. Et la seule façon qu'on avait compris à l'époque, comme vous avez des radicaux libres et qu'il faut les traiter, ben vous bombardiez de radicaux libres. Et si vous aviez de la chance, les radicaux libres allaient s'annihiler les uns les autres, et c'est probablement comme ça que marche la radiothérapie, et c'est probablement comme ça que marche la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est extraordinairement toxique. On ne peut pas faire une chimiothérapie sur une veine périphérique, il faut mettre un porte-4, enfin un petit endroit où on injecte la
la chimiothérapie dans la veine. Et dans ces cas-là, vous mettez dans une grande veine, ça passe. Parce que ce sont des produits extraordinairement corrosifs. Et pour ceux qui ont été infirmiers ou étudiants en médecine ou n'importe quoi, une des grandes peurs qu'on a, c'est de faire couler la chimiothérapie en dehors de la grosse veine. Parce que ça fait des trous. Donc, on essayait de traiter ces radicaux libres par d'autres radicaux libres, y compris la radiothérapie, la chimiothérapie. Ce que je vais essayer de vous amener, c'est que vous avez d'autres traitements extrêmement efficaces, probablement, infiniment moins toxiques, qui vont traiter ces radicaux libres et qui vont détoxifier ces électrons qui nous polluent le cancer. Bon, je vais passer ça. Donc, vous avez compris, on a maintenant, grâce à la physique, un tableau plus global, plus profond que celui qui était avant, où on a une carte de lecture. Cette carte de lecture nous permet de comprendre que la chimiothérapie et la radiothérapie marchent, mais qu'elles marchent probablement en jouant sur l'effet Warburg, mais que vous avez d'autres façons de traiter. Et ça, nous allons passer maintenant à une deuxième partie du topo progressif. C'est qu'est-ce qu'on fait actuellement pour essayer de trouver de meilleurs traitements. Alors, évidemment, comme on veut améliorer la façon de brûler, la façon la plus élémentaire, ça serait d'injecter des mitochondries. Seulement, on sait très bien au laboratoire, et c'est déjà pas facile, mais d'injecter des mitochondries chez un malade, un vrai malade, l'injecter dans sa tumeur et pas ailleurs, au fond, on en est très loin. Donc, est-ce que l'on peut faire redémarrer la mitochondrie ou est-ce qu'on peut faire autre chose? Alors, il y a différentes techniques qui sont en train de se développer. La première chose, c'est quand on a un moteur qui s'emballe, c'est vrai pour quand on cale, enfin quand on calait dans les anciennes voitures, on réduit l'apport de nourriture. C'est ce qu'on fait pour que la voiture redémarre. C'est ce qu'on essaie de faire pour le malade. On réduit l'apport de nourriture. Et il y a N+1 papier dans la littérature qui montre que de diminuer l'apport de glucose, mais aussi d'alimentation, diminue la croissance du cancer. Vous pouvez jouer sur la glutamine, vous pouvez relancer la mitochondrie. Enfin, il y a N+1 technique. Je vous montre juste qu'une façon classique de lever l'effet Warburg, c'est la chimiothérapie. Là, c'est une patiente, vous devez voir là, qui a 2 métastases hépatiques. Vous voyez ces images où ça fixe le sucre. Après la chimiothérapie, les métastases hépatiques ont disparu. Donc, la chimiothérapie lève l'effet Warburg. Le seul problème, c'est qu'elle tue aussi des mitochondries et qu'on se retrouve l'un dans l'autre avec un traitement un temps efficace et après extrêmement toxique. Et quand ça redémarre, on court derrière la maladie. Enfin, tous les cancérologues, malheureusement, savent ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver pour redémarrer la mitochondrie qui soit potentiellement moins violent qu'une chimiothérapie dont, malheureusement, on sait l'efficacité et on sait les dégâts. Alors, nous, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est que ça remonte maintenant à 2007, les premières publications, donc ça n'était pas hier. On avait montré que l'acide lipoïque redémarrait la mitochondrie. Depuis, il y a plus de 300 publications qui montrent que ça marche. Je veux dire, on a été confirmé à droite, à gauche. Quand on a commencé, il n'y avait aucune publication sur le cancer. Il y a des publications sur l'Alzheimer pour l'acide lipoïque. Et depuis, il y a eu plein de publications qui confirment que chez la souris, mais aussi chez l'homme, il y a une forme d'efficacité. Et l'hydroxycitrate, qui est la deuxième molécule qu'on a poussée, le groupe de Guido Kremer, Gustave Roussy, a confirmé l'efficacité. Et ça a été confirmé aussi à Harvard. Donc, tout ça, la science, c'est-à-dire le fait qu'en redémarrant la mitochondrie, vous levez le Warburg, que les cellules poussent moins vite, et pour les physiciens ici, que ça fasse plaisir, vous permettez à l'entropie de partir, eh bien, tout ceci, à mon avis, est au-delà de la discussion scientifique. Parce que ça a été largement fait et refait. Alors, bon, ça, c'est pour souvenir du passé, pour ceux qui ne savent pas. C'était les souris innocentes qui ont été injectées avec des tumeurs. Vous voyez que la souris, vous injectez en 1 mois et demi, elle est morte.
donc 1 mois et demi après l'injection. C'est des souris, hein, c'est pas gros, une souris c'est 20 grammes. Et quand la tumeur fait de l'ordre d'1 gramme, vous devez l'euthanasier. Et que par contre, quand vous traitez avec AL plus HC, l'acide lipoïque hydroxycitrate, vous arrivez à ralentir la tumeur. Alors ça a été fait avec les cancers du rein, de la prostate, de tout ce que vous voulez. C'était universel. Et comme je vous le disais avant, ça a été confirmé après. Alors peu importe ce schéma métabolique dans lequel tout le monde se perdrait, peut-être un peu moins moi maintenant, mais encore, croyez-moi, je me perds assez souvent. Mais on touche des enzymes qui sont des enzymes clés du métabolisme, qui sont la pyruvate déshydrogénase et l'ATP citrate-lyase avec ces traitements. Alors, ça, c'est là où on était en 2007-2012. Depuis, les malades ont ramené d'autres idées, d'autres traitements. Et je voudrais vous parler de 2 molécules, une plus précisément qui s'appelle le bleu de méthylène. Alors le bleu de méthylène, c'est simple, c'est la plus vieille molécule de synthèse. C'est plus vieux que l'aspirine. Ça a été synthétisé en 1878. Ça a été au début un échec commercial parce que c'était les Allemands qui voulaient avoir du bleu pour colorier en bleu, mais c'est instable. Et vous le savez tous, parce que quand vous écrivez avec votre stylo, enfin, pour ceux qui écrivaient avec leur stylo, c'était au bleu de méthylène qu'on écrit. Et quand vous voulez l'effacer, vous changez le pH et vous mettez un petit peu d'acide dessus. Ce sont les effaceurs qu'on achetait à nos gosses. Donc, c'est pas bon pour colorer. Mais ce que l'on sait et ce qu'on découvre très tôt, c'est que c'est un traitement du paludisme, de la lèpre, de la tuberculose. Et je me suis sorti, où j'ai fait sortir tous les livres qui ont été écrits sur le bleu de méthylène à la Bibliothèque nationale de France pour savoir un peu ce qui a été là. Et je voudrais remercier Coccinelle, qui est une femme qui est ici, qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé très gentiment un livre à ce sujet-là. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'au début, c'est les maladies infectieuses qui sont le vrai problème. Dans les années 1930, c'est l'augmentation de la respiration cellulaire. Donc ça lève le Warburg, ça on le comprend dans les années 30. Et aujourd'hui, grâce au travail de Frédéric Bouillot ou d'autres, il est probable que ça permette l'élimination des électrons et rétablir le potentiel redox. Et il y a de nombreuses publications maintenant sur l'intérêt du bleu de méthylène, non pas tant dans le cancer, mais que dans l'Alzheimer, le Parkinson ou des pathologies autres, mais enfin qui valent bien de temps en temps un cancer. Point de vue drame que ça représente. Le coût du bleu de méthylène est de l'ordre de 2 € le kilo. Donc, le bleu de méthylène, certains malades l'ont pris, c'est clairement une molécule puissante. Effet secondaire, clairement, les malades qui sont sous bleu de méthylène rapportent souvent un côté un petit peu énergisant. Et du bleu de méthylène va être dérivé dans les années 40 les antidépresseurs. Donc les gens qui sont sous bleu de méthylène sont un peu speedy, enfin un petit peu un peu rapide de temps en temps, mais ça n'est pas plus toxique que ça, ou en tout cas pas à ma connaissance. L'autre molécule qui est du même acabit, c'est le dioxyde de chlore. Excusez-moi, il y a une faute de frappe là-haut. Le dioxyde de chlore, c'est la molécule qu'utilisent les lymphocytes, donc les globules blancs, pour tuer. Et c'est comme ça que c'est des dérivés chlorés que l'immunothérapie marche. Elle va tuer la cellule tumorale ou infectieuse par du dioxyde de chlore ou de l'acide hypochlorique. Là aussi, des patients... Donc là, c'est des manips qu'on a faites et on voit, peu importe, c'est du détail, c'est pas d'intérêt. Mais quand on met du dioxyde de chlore, on relance la mitochondrie. Et quand on relance la mitochondrie, on voit des patients rapportent en tout cas un effondrement des marqueurs tumoraux et ils se sentent mieux. Le problème que l'on a actuellement, et ça, il va falloir qu'on en parle, c'est que ça marche un temps, mais que ça n'est pas la panacée. Donc, de ce que rapportent les malades, avec les inconvénients de ce que peuvent être des études non normées, faites sur le déclaratif, et qui ne sont pas à la hauteur de ce que l'on pourrait ou devrait faire au sens sociétal, on voit que des malades racontent que des tumeurs de bas grade, c'est-à-dire des tumeurs
qui vont tuer en 5-10 ans, mais qui ne sont pas des tumeurs rapides, que relancer la mitochondrie pour des cancers de la prostate, mais pas du cancer de prostate agressif. Les cancers de la prostate relativement indolents, des lymphomes, des choses comme ça. Il y a des stabilisations des lésions sans chimio. Ça, c'est des malades qui rapportent ça sur notre site, sur d'autres sites, ainsi de suite. Donc ça, après, quel pourcentage, c'est une vraie question, et certainement des traitements à vie. Donc ça n'est pas que simple. Pour les tumeurs de haut grade, et ça c'est la suite de la conversation, c'est haut grade, c'est les tumeurs vraiment agressives, celles qui font peur, cancer du pancréas ou autre. La maladie est retardée. Au lieu de mourir en quelques semaines ou quelques mois, les malades évoluent mais finissent par mourir en 2-3 ans. Donc c'est un vrai progrès, semble-t-il, avec tous les bémols de toutes ces études qu'on voudrait beaucoup plus carrées qu'elles ne le sont. Mais ça n'est pas la panacée, ce n'est pas fini, ce n'est pas réglé, et ainsi de suite. Mais clairement, on a l'impression de toucher la cible. Mais au fond, ce n'est peut-être pas forcément les bonnes molécules, on peut peut-être faire plus efficace, enfin, tout ça n'est pas normé. Donc, pour me résumer, qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce que je peux vous dire? La première chose, avant de rentrer dans les perspectives, la première chose, le cancer, c'est l'effet Warburg. Ça, je pense que ça tiendra le temps qu'il faudra. Et je vous rappelle tout de même que ça n'est fait que redécouvrir ce que Warburg a dit il y a 100 ans. Hein. Je veux dire, c'est tout de même pas... C'est pas quelque chose d'extraordinairement nouveau, mais on a pu le redéterrer et ainsi de suite. Et quand j'ai écrit mon premier livre là-dessus, c'était tout de même en 2004, c'était nettement moins à la mode que maintenant. Donc ça, c'est solide. Que le Warburg soit lui-même la cause de la deuxième loi de la thermodynamique, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça n'a aucun espèce d'intérêt, mais pour nous, physiciens ou pour moi, ça fait plaisir parce que c'est logique. On a une grille de lecture qui tient la route, et au fond, c'est une grille qui est importante. Maintenant, c'est où on va et qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, il y a une première chose, on aime les chiffres. Alors, ce n'est pas notre faute, mais les malades, et il y en a beaucoup dans cette salle, sont tous perdus parce qu'il n'y a pas de data. Donc, il y a Madame Michu qui dit Madame, je ne sais trop qui d'autre, il semble que pour moi ça marche, mais on aime les chiffres. Or, il n'y a pas de chiffres. Donc, un des buts de la Fondation va être de recueillir des données. Et c'est une des choses qu'on aimerait arriver à faire dans les 6 mois. C'est un recueil de données, c'est-à-dire que les malades, maintenant adultes, s'enregistrent spontanément et racontent leur histoire et leur dossier médical, et que l'on puisse en tirer des données, ceci évidemment conformément à la loi. Alors il y a des dépôts de demandes à la CNIL, au CCPRB, enfin peu importe le détail, il y a des comités scientifiques, enfin il faut faire les choses au carré parce qu'on est dans un pays légal, mais c'est pour les malades et c'est par les malades. Et ça, on a besoin de données. Et si on n'a pas de données, on est dans la semoule, et dans la semoule, c'est pas agréable, ça ne se fait du bien à personne. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? On a tout de même un problème. Dans les tumeurs les plus agressives, on ralentit probablement avec tous les bémols de la prudence. Mais enfin, il y a maintenant plus de 100 témoignages sur notre site. Et il y a les autres sites qui témoignent aussi d'une forme d'efficacité. Je pense que la probabilité que ce soit là où ça se joue est énorme. Mais il y a d'autres histoires. Il y a peut-être probablement façon de faire plus. Alors, vous savez que la majorité des malades sont sous régime cétogène, sous acide lipoïque, hydroxycitrate, certains sous bleu de méthylène, d'autres sur dioxyde de chlore, et beaucoup d'autres sous plein de trucs en plus, et ainsi de suite. Et pour moi, il y a quelques sujets sur lesquels on peut espérer avancer. C'est, au fond, l'histoire du régime cétogène n'est pas simple. On voit que les malades vont mieux, on voit qu'ils sont contents, on voit que les tumeurs poussent moins vite, mais d'alimenter énormément en gras les tumeurs n'est pas forcément que bon. Je vous rappelle que la tumeur, elle, ne peut pas brûler son sucre, donc il faut bien qu'elle tire son énergie de quelque part. Donc elle tire en partie son énergie des corps cétoniques. Et je vous rappelle que les corps cétoniques, donc les dérivés du gras, sont la seule source, a priori, ça je le dois à Maurice Israël, d'acétyl-CoA.
Donc, est-ce que l'on peut bloquer ou espérer bloquer l'entrée des corps cétoniques dans la tumeur? Et si on arrive à y arriver, pour l'instant on n'y arrive pas, on peut espérer bingo. Parce que c'est une voie majeure qui n'a pas été explorée, dont on a tout lieu de penser qu'elle puisse être majeure et que ça puisse marcher. Mais vous savez, c'est comme tout dans la recherche, ça marche pas, on ne sait pas. Et l'autre façon, c'est régénérer les mitochondries. Alors la façon de régénérer les mitochondries qu'on a actuellement, c'est le sport. Et il y a de nombreuses études qui montrent qu'il vaut mieux être sportif que de ne rien faire, que pour les patients, l'effet d'un sport régulier est de l'ordre de grandeur pour la survie de la chimiothérapie. Enfin, il y a des essais randomisés, tout ce que vous voulez, qui montrent l'efficacité. Mais est-ce qu'on peut faire mieux que ce dont on dispose actuellement? Alors, moi, j'ai eu la chance qu'un patient m'envoie les travaux de Lakowski. Alors, dans les années 1940, ou 30 plutôt, donc avant-guerre, il y a eu des gens qui ont essayé des champs électromagnétiques pour traiter le cancer. Et dans les livres, moi j'en ai aucune expérience, on voyait des régressions tumorales cutanées de façon évidente. Au fond, on ne sait pas ce qui fait se multiplier les mitochondries. Et quand vous tapez dans les serveurs médicaux qui s'appellent PubMed ou Google Search ou ce que vous voulez, on n'a pas d'explication. Certaines cellules ont beaucoup plus de mitochondries. Le cœur, c'est 40% de mitochondries. On ne sait pas pourquoi il y a plus de mitochondries à un endroit qu'à un autre. Quand on ne sait pas, c'est que probablement il y a de la physique dans l'air, parce que c'est des choses qu'on n'a pas étudiées. Et il est probable que des champs électromagnétiques, c'est probable, je suis de loin pas dans le, puissent être efficaces pour majorer le nombre de mitochondries. Voilà ce que moi je pouvais espérer vous dire. Donc je vous résume. Première chose, le cancer c'est le Warburg. Ça, comme je vous disais plus avant, ça tiendra la durée du temps. Deuxièmement, nous vivons une période de transition où notre travail à nous de découvreurs est en partie fait. Maintenant, et c'est à la Cité des Sciences et grâce à Romain Attal que tout ceci peut se dire, il est nécessaire que d'autres prennent le relais. On a monté une fondation, on a levé un peu d'argent, mais il est temps que les patients, dont beaucoup sont ici, se mettent à bouger eux aussi. Ça, c'est une question d'argent. Moi, j'ai jamais aimé l'argent au sens personnel. Et comme vous le savez, j'ai jamais fait payer un malade. Mais maintenant, c'est une question d'argent. Et c'est surtout une question d'énergie. Et je vais laisser la parole à deux personnes. La première, c'est Ghislain, qui est là-bas quelque part, oui, qui va lui vous expliquer, pour ceux qui sont là, son propre parcours. Et après, Alain va parler. Il va se poser la question de comment on s'organise. Et nous ne sommes bons, nous, médecins, à une partie qui est la science, mais on n'est pas bons en politique, en organisation. Je veux dire, ce n'est pas le même boulot, ce n'est pas les mêmes gens, et ainsi de suite. Et il est temps que le relais soit pris. Tu passes? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je le dis, je n'ai pas les talents de Laurent. C'est la deuxième fois que j'interviens sur le cancer. Alors, si j'interviens aujourd'hui, si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce d'une part à Laurent et d'autre part, tout simplement, à ce livre que j'ai consulté il y a bientôt 3 ans. Donc, merci à toi, Laurent, ce qui me permet de témoigner aujourd'hui. Le 11 mars 2018, en Alsace, j'ai témoigné pour la première fois de mon parcours, dans ce que j'ai appelé la folle aventure de la cancérologie. Ce parcours a débuté à la mi-novembre 2016 par une hémorragie massive de la sphère ORL qui m'a conduit aux urgences de l'hôpital proche de mon domicile. Les médecins ont rapidement détecté ce qu'ils ont gentiment appelé une masse ulcérée bourgeonnante à la base de la langue. Le 1er décembre 2016, mon épouse et moi-même prenons connaissance du diagnostic. Le pronostic est sombre, le choc est violent. Il s'agit d'un carcinome épidermoïde peu différencié, infiltrant la base de la langue avec de multiples adénopathies
Jugulo-carotidienne bilatérale. En d'autres termes, il s'agissait d'un cancer métastasé. La tumeur mesurait presque 5 cm et les ganglions lymphatiques étaient envahis. Pour ceux qui connaissent la classification internationale des tumeurs, c'est-à-dire le TNM, ma tumeur était classée T3, N2C, M0. Divers examens ont été programmés, bilan par imagerie, radiographie, biopsie, analyse, extraction dentaire, gastrostomie, etc., etc. Instinctivement, mon homéopathe m'a guidé immédiatement vers le livre du docteur Schwartz, Cancer à traitement simple et non toxique. Puis, elle m'a accompagné avec mon médecin traitant dans mon parcours de soins. J'ai très rapidement sollicité 2 avis complémentaires auprès de 2 professeurs ORL. Leur diagnostic était conforme au premier, grave et inopérable, sauf à l'ablation de la langue, du larynx et du pharynx. L'un des 2 évoque une espérance de vie très courte et des soins palliatifs à brève échéance. Puis il alerte mon médecin traitant de la situation. Par ailleurs, il considère que la méthode Schwartz relève tout simplement du charlatanisme, qu'il était inutile de m'engager dans cette voie, compte tenu de la gravité de mon cancer, et que je devais donc profiter du peu de temps qu'il me restait à vivre pour boire et manger. La chirurgienne ORL, en charge de mon suivi, tout en acquiesçant discrètement à ma volonté de suivre la méthode proposée par Laurent, n'a pas été en mesure de m'aider, en raison très certainement de ses collègues et supérieurs qui prônaient la stricte application des protocoles. Les protocoles et rien que les protocoles. Aussi, accompagné de mon médecin traitant et de mon homéopathe, entouré des miens, parents, enfants, famille, amis, et surtout de mon épouse, j'ai, dès le début du mois de décembre 2016, débuté le traitement métabolique en y associant une alimentation cétogène stricte. L'oncologue et le radiothérapeute ne m'ont été d'aucune aide dans ma démarche Schwartz. Pour eux, les protocoles, rien que les protocoles. Après la pose d'une sonde de gastrostomie et de l'extraction d'une partie de mes dents, les hostilités thérapeutiques ont démarré le 28 décembre 2016. Il s'agissait de m'administrer de manière concomitante 3 séances de chimiothérapie avec 35 séances de radiothérapie. S'agissant d'un cancer ORL, rien n'a été simple. Au fur et à mesure des séances de radiothérapie, mon œsophage se fermait. Très rapidement, il m'était impossible de parler, boire ou manger. La sphère ORL était en feu. Au cours de cette période, j'ai consulté à 3 reprises un coupeur de feu. Celui-ci a été d'une efficacité remarquable, en atténuant grandement les douleurs dues aux brûlures de la radiothérapie. Pour m'alimenter, l'hôpital et la structure de santé d'accompagnement ne m'ont proposé que des poches de nutrition qui provenaient des grandes industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Celles-ci contenaient des glucides et des protéines en grande quantité, ce qui allait bien entendu à l'encontre d'une alimentation cétogène. Les internes fuyaient mes questions ou m'indiquaient que je devais minimiser l'impact des glucides dans le traitement du cancer. Je parle des internes car je n'ai vu mon oncologue qu'une seule fois durant le traitement. J'ai dû, là encore, me battre à chacune de mes hospitalisations pour faire admettre à l'équipe médicale de ne pas m'administrer des poches de glucose. Dans un premier temps, mon épouse m'a préparé pendant plusieurs semaines mes repas cétogènes qu'elle a liquéfiés pour que je puisse les ingérer par la sonde gastrique. Muni d'une seringue, maxi-format et d'un bol, je m'injectais mes repas directement dans l'estomac. En effet, j'ai refusé d'utiliser la pompe de distribution qui m'aurait privé de liberté une grande partie de la journée. Dans un second temps, j'ai découvert qu'un médicament alimentaire existait sous forme de poudre et qui répondait parfaitement aux critères d'une alimentation cétogène par voie entérale. En France, ce médicament est réservé aux épileptiques sévères qui ne répondent pas au traitement de base. Impossible pour moi d'obtenir une prescription médicale pour cet aliment diététique destiné à des fins médicales. Je me le suis donc procuré en Belgique, où il est en vente libre. Son nom, le Ketocal. À la mi-février 2017, mes séances de chimiothérapie et de radiothérapie se sont achevées. En mai 2017, le premier scanner de contrôle indiquait que ma tumeur et les métastases avaient totalement disparu. 22 semaines après la découverte de mon cancer, me voilà sur le chemin de la guérison, de la rémission. Jusqu'à ce jour, les scanners IRM de contrôle sont tous négatifs. Par ailleurs, je prends toujours le traitement métabolique tel que défini par Laurent Schwartz. Enfin, je précise que la radiothérapie avait provoqué chez moi une xérostomie,
c'est-à-dire l'arrêt de production de salive, ce qui me causait d'énormes difficultés pour parler, manger ou déglutir. Là encore, j'ai découvert au travers d'un forum de discussion que la teinture mère de Jaborondi pouvait m'aider à retrouver une salivation. En effet, aujourd'hui, j'ai retrouvé environ 60% de mes fonctions salivaires, ce qui me permet de vous relater mon parcours. Que vous soyez malade ou non, soyez et restez toujours acteur de votre propre santé. Ne vous laissez pas guider aveuglément par le corps médical. À 48 ans, ma vie a failli s'arrêter en raison notamment de mon hygiène de vie. Je veux vous convaincre aujourd'hui que votre hygiène de vie et que votre façon de vous alimenter influent grandement sur votre état de santé, dans un bon ou dans un mauvais sens. Pour ma part, j'ai décidé de modifier profondément mon comportement alimentaire. Désormais, je m'alimente bio, je privilégie les aliments possédant un indice glycémique bas, j'ai énormément réduit ma consommation de viande et j'ai augmenté ma consommation de légumes crus. Je consomme également de nombreux jus de légumes frais et beaucoup de graines germées. J'ai banni de ma sphère alimentaire les aliments transformés, y compris le pain et les laitages à base de lait de vache. De façon quotidienne, je pratique le jeûne intermittent en mode 16-8 et je pratique également des jeûnes de 24 heures. Je suis les conseils avisés, notamment de Laurent Schwartz, bien entendu, du professeur Joyeux, de Jean Signalet, de David Ferban-Schreiber, d'Irène Grosjean, de Thierry Casasnovas, de Fabien Moine, de Marion Kaplan et de quelques autres encore. Mon épouse et moi-même sommes persuadés que les rayons et la chimiothérapie n'auraient pas eu raison de ce cancer sans le traitement métabolique associé à une alimentation cétogène. Pour finir, je souhaite brièvement parler de mon témoignage, compléter mon témoignage, et vous parler de ma mère, âgée aujourd'hui de 74 ans. En effet, de façon concomitante à l'annonce de mon cancer, ma mère a fait une récidive de son propre cancer, soit un myélome multiple. Durant 18 mois, l'oncologue, l'hématologue et le radiothérapeute ont essayé sans succès différents protocoles thérapeutiques classiques. Sur les conseils de Laurent Schwartz, ma mère a commencé en parallèle le traitement métabolique et modifié son régime alimentaire. En mars 2018, les médecins ont décidé, face à l'avancée de la maladie, de cesser tous les traitements. Ma mère a été renvoyée à son domicile avec la prescription de simples examens de contrôle ponctuels de type TEP scan et de prise de sang. En mars 2019, les résultats démontrent qu'elle est entrée pour la seconde fois en rémission, et ce, sans aucun traitement proposé par la pharmacologie officielle. Aujourd'hui, elle se porte plutôt bien et reste active. Pour finir, premièrement, je vous invite à suivre les recherches de Laurent Schwartz, à lui faire confiance, à le soutenir et sans perdre de temps, à prendre le traitement qu'il préconise. Deuxièmement, je vous invite également à vous tourner vers les alicaments, c'est-à-dire une alimentation saine, bio, principalement composée de fruits et de légumes crus, qui bannit la prise de produits transformés et surtout de produits laitiers à base de lait de vache. Troisièmement, buvez une eau saine de type Montroucou, Montcalm, Rosée de la Reine, de l'eau osmosée. Nous remercions vivement Laurent Schwartz de son implication, des recherches accomplies, du traitement proposé. Laurent, à titre personnel, je te remercie une fois encore pour ta gentillesse et ta serviabilité. Et pour vous tous, soyez et restez acteurs de votre propre santé. J'en ai fini, je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Alain Schmitz et je suis un patient du Dr Schwartz. Je n'avais pas l'allure que j'ai aujourd'hui, bien qu'étant un ancien pilote de chasse, donc quelqu'un qui a toujours eu une bonne santé et une bonne forme. Il y a 4-5 ans, j'étais en train de mourir. Mon épouse qui est dans la salle pourrait vous en parler mieux que moi. Je me traînais les pieds. J'étais quelqu'un qui avait perdu le sens d'avoir même envie de me bagarrer tout compte fait. À ce moment-là, je rencontre par une amie commune qui était avocate et qui travaillait
je ne le savais pas où elle travaillait à l'école polytechnique, qui me dit: j'ai traité les brevets déposés par un de nos chercheurs qui a trouvé apparemment quelque chose d'intéressant pour lutter contre le cancer. Et elle m'arrange, à ma demande, un rendez-vous. Je rencontre Laurent Schwartz. Et je tombe sur le personnage qui vient de vous parler. J'écoute le discours et je suis convaincu, en ayant déjà, à ce moment-là, j'avais récupéré un de ses livres que j'avais lu, dévoré, et je suis convaincu d'entrée de jeu qu'on peut se sortir du cancer et qu'on peut s'en sortir brillamment, et qu'il ne s'agit pas d'un calvaire implacable où la solution est la mort inévitablement, comme on voit dans la plupart des cas. Je suis aussi convaincu que la médecine officielle n'a pas réussi à débarrasser l'humanité de cette maladie terrible, parce que finalement, ce que les gens savent, à mon avis trop peu, c'est que depuis une trentaine d'années, ce qu'on nous annonce cycliquement comme résultat sensationnel dans le domaine des traitements du cancer, eh bien, tout ça ne marche pas. Parce qu'il y a 2 ans, on était 300 000 nouveaux cas de cancer tous les ans en France. L'année dernière, environ 350 000. On sera 500 000 dans les 2-3 ans à venir. Et on n'a pas encore réussi réellement à trouver des solutions. En tout cas, la médecine académique officielle refuse d'envisager d'autres solutions. Parce que quand vous proposez des études cliniques, par exemple, et Laurent Schwartz a expérimenté ce problème, on vous répond a priori oui, pourquoi pas, mais quelques jours plus tard, les 100 000 euros que ça coûterait ou 150 000 euros que ça coûterait, on vous dit: ah, mais vous vous rendez compte? Ah ben non, on n'a pas de budget, c'est pas possible. Alors, pour revenir à mon expérience, vous avez eu mon prédécesseur à ce pupitre vous a expliqué sa maladie. Je ne vais pas revenir à la mienne d'expérience. Il s'agissait d'un cancer de la vessie de grade 3 qui a été très rapidement suivi par un problème de prostate où mes PSA s'envolaient à vue d'œil, et puis en dernière prime par un cancer de la peau, où là il a fallu quand même un peu de bistouri parce que j'avais un véritable trou dans le nez qui était en train de s'aggraver et j'avais des problèmes partout ailleurs sur la peau. Ça s'est passé, c'est fini, on ne reviendra pas comment ça s'est passé. Simplement, il faut que vous sachiez que l'application de la piste métabolique, traitement cétonique, acide alpha-lipoïque associé à l'hydroxycitrate de calcium, avec la connaissance de ce qui se passe quand on a un cancer, donc la notion de l'effet Warburg, toutes ces choses qu'il nous apprend dans ses publications et qui sont faciles à comprendre, eh bien, quand on est armé de tout ça, on peut non pas mettre un point d'arrêt définitif, mais très largement endormir ce cancer. On peut l'endormir, on peut le mettre dans un petit coin, et si on a un très bon moral, on peut revivre une vie parfaitement saine. Regardez-moi, j'ai 77 ans, et croyez-moi, je cours encore pas mal, je fais encore pas mal de sport, je fais beaucoup de vélo, et je pense que tout le monde peut arriver à faire ça. Très bien. La seule chose qui est le vrai drame, tout compte fait, c'est d'être tous ces malades que nous sommes ou avons été, isolés, ne communiquant pas, n'échangeant pas leurs recettes, parce que finalement, que ce soit l'acide alpha-lipoïque, l'hydroxycitrate de calcium, ou le bleu de méthylène, ou le dioxyde de chlore, tout ça, ça marche, c'est vrai. Mais il y en a d'autres aussi. On pourrait rajouter l'artémisine, qu'une biologiste chinoise a réussi à mettre au point après 40 années de recherche. Elle a eu d'ailleurs un prix Nobel pour ses recherches. Et on a aussi un effet de l'artémisine sur le cancer qui est semblable à l'effet provoqué par le dioxyde de chlore ou bien le bleu de méthylène. Donc toutes ces recettes, on en a tous. Mais on ne s'en parle pas souvent assez, et on devrait beaucoup s'en parler. Et
quelle serait la meilleure façon de faire? C'est de s'unir. Et s'unir, c'est quoi? C'est la fondation créée par Laurent Schwartz, par exemple, et toute la communication qui peut en découler. Parce que nos voix, isolément, ça ne pèse pas lourd. Mais si on s'y met tous ensemble, à mon avis, on arrivera à transformer ce cancer, à le ramener à sa véritable valeur, c'est-à-dire finalement une maladie comme les autres et qui n'est pas sans solution et qu'on peut vaincre certainement. On est presque arrivé à le faire. Encore un petit effort. Et je n'ai pas envie de m'éterniser plus longuement. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut que nous en parlons tous et que nous nous unissions, que nous participions au même combat, tous ensemble, contre cette fichue maladie. Et on va gagner. Croyez-moi, on va gagner. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup à tous les intervenants, à Laurent, aux patients. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont envie de poser des questions? Je vais passer dans cette partie-là. Si quelqu'un d'autre peut prendre un autre micro pour l'autre partie. Jean-Marc, peut-être. Quelqu'un avait une question ici? En fait, j'ai plein de questions, mais je n'en poserai qu'une. Vous dites, docteur Schwartz, dans votre ouvrage, si je me rappelle bien, que l'effet primaire d'un cancer, c'est l'effet Warburg que vous exposez aujourd'hui. Est-ce qu'il faut comprendre que, bon, je ne suis pas oncologue, donc avec ma compréhension, est-ce qu'il faut comprendre que tous les carcinogènes que les uns et les autres, avec lesquels les uns et les autres sont exposés, sont aussi le résultat de l'effet Warburg que vous exposez? Oui, bien sûr. Oui. C'est la voie finale commune. Tout le monde sait qu'il vaut mieux ne pas fumer et pas boire. Je veux dire, ok, très bien. Mais fumer et boire est toxique parce que ça induit l'effet Warburg. Et idem pour les pesticides, idem pour ceci et pour cela. Donc on a une carte. On sait maintenant ce dont il s'agit. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce qu'on nous apprend à l'école de médecine ou ainsi de suite, sont un fouillamini de chaos cybernétique, de gènes qui que quoi et ainsi de suite. On est perdu. Là, on a une définition. Elle est simple, elle est claire. Le cancer, c'est ça qui déconne. Excusez-moi, ce n'est pas le terme que j'aurais dû employer. C'est ça qui est anormal. Et le traitement, c'est lever cet effet Warburg et empêcher la fermentation cancéreuse. Ça n'est que ça. On a des morceaux de réponse. On n'a pas le tableau complet. Mais ça, maintenant, c'est possiblement à vous, malades, ou pas malades d'ailleurs, d'aider à finir de trouver ça. Merci. Il y a d'autres questions là-bas? Pardon. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Je vais poser une question. À mon avis, d'autres ici auraient envie de poser la même. En tout cas, moi, voilà, je suis malade. J'ai un cancer du rein métastasé de stade 3. Et j'ai vu des témoignages sur YouTube ou ailleurs sur Internet. Et je suis convaincu que je dois suivre ce que vous proposez parce que ça aide beaucoup de gens. Mais voilà, il est difficile de trouver des réponses aussi concrètes que quelle posologie, comment fabriquer son médicament lorsqu'il s'agit des deux plus compliqués. Et je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui permettrait de diffuser à un maximum de gens des informations de ce type-là, c'est-à-dire des choses précises, de la posologie par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, je vous remercie. Mais c'est tout le sujet de la conversation. Les malades rapportent un bénéfice du traitement. Les doses rapportées par les malades sont à peu près toujours les mêmes, utilisées, mais tout ceci est partiel et on est tenu par l'état de droit dans lequel on est. Enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi, les essais, ainsi de suite. Et nous n'avons pas, ou je n'ai pas été capable de faire les essais qui auraient dû être faits depuis bien longtemps.
Voilà, donc ceci est le sujet principal de la réunion d'aujourd'hui, c'est comment on s'organise. Alors, il y a les molécules qu'on a identifiées ou qui ont été identifiées par les malades, et puis il y a les autres. Comme je vous disais, on a aussi des espoirs de pouvoir avancer rapidement pour bloquer le processus cancéreux complètement. C'est ça qu'on espère arriver à faire. Et ça, à un moment ou à un autre, on a besoin d'aide conceptuelle, parce que bloquer, par exemple, le mécanisme, la digestion des corps cétoniques dans la cellule tumorale, c'est un problème de pharmacologie et on n'a pas la capacité à le faire. C'est un problème financier, mais l'argent, somme toute, ce n'est pas le problème clé. Puis c'est une question d'organisation des malades. Les malades se sont organisés pour le sida avec ACT UP et compagnie. Les cancéreux ne sont pas organisés. Voilà. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais réagir sur deux points. Vous parlez de régénérer des mitochondries. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un problème beaucoup plus global qui dépasse la cancérologie. Donc il y a tout un pan de la médecine qui s'occupe de la mitochondrie. Et je voulais vous poser la question pour savoir qu'est-ce que vous pensez des stratégies avec des associations, des molécules de type coenzyme Q10, L-carnitine, pyroquinoline-quinone, etc., qui visent justement à stimuler la mitochondriogénèse. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez des mécanismes qui induisent la mitophagie pour justement éliminer ces mitochondries qui sont dysfonctionnelles? Donc vous avez parlé du sport qui a un rôle sur la mitophagie, mais d'autres approches avec des médicaments utilisés par exemple dans l'autophagie comme les stimulants de la voie mTOR, etc. Je vais vous répondre avec mes tripes, c'est-à-dire non scientifiquement. Il y a des molécules dont on dit qu'elles stimulent les mitochondries, mais au fond, nous, cliniciens, on ne voit pas grand-chose. Alors peut-être que le coenzyme Q10 est important, je n'en sais au fond rien, mais l'impression de ce que me racontent les malades n'est pas d'un effet majeur. Je pense que si on avait une molécule qui stimule la mitochondrie, on l'aurait trouvée. Je pense qu'il y a plus de chances à faire marcher ça par les champs électromagnétiques, c'est-à-dire une démarche radicalement différente de celle qui existe, que celle-là. Mais je vous réponds pari, je ne vous réponds pas certitude, mais je crois beaucoup plus à des champs électromagnétiques. Okay, mais réponse, je ne l'ai pas, quoi. Et le deuxième point, c'est que votre théorie sur l'acide alpha-lipoïque, donc elle est en train d'être validée parce qu'il y a un essai clinique qui commence avec un analogue de l'acide alpha-lipoïque qui est le Devimista, qui bloque la pyruvate déshydrogénase. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est ce qui est en train d'être validé en essai clinique dans le cancer du pancréas. Vous me parlez de la différence de modèle économique. L'acide lipoïque coûte 2 francs 6 sous, en tout cas au kilo. Et là, vous avez des molécules qui sont des analogues, qui vont être facturées avec des chiffres infiniment plus importants et dont tout montre que cliniquement, c'est la même chose. Et comment on trouve les molécules que vous préconisez en France? Enfin, je préconise rien, excusez-moi, d'un point de vue juridique. Je ne fais que rapporter ce que les malades disent. Et moi, je ne fais... La partie que j'ai verrouillée, la seule que je pouvais verrouiller, c'est la partie scientifique. L'autre n'est pas à ma main. Je n'en ai pas la puissance et au fond, probablement, je ne saurais pas le faire. C'est à d'autres personnes de le faire. Ce n'est pas le même boulot, ce n'est pas la même mode intellectuel de réflexion, ainsi de suite. Moi, ce que je sais et ce qui me cause mon bonheur, c'est d'être avec des scientifiques au cours d'une table et à la fin d'un dîner trouver une réponse à une question. Ça, c'est la façon dont moi je sais raisonner. Et on avait une devinette aussi, parce que c'est aussi une devinette qui était qu'est-ce que le cancer. On avait une autre devinette, c'était comment fonctionne la vie. Et c'était ces choses-là qu'on a essentiellement essayé d'élucider. Le reste, c'est une autre démarche, c'est d'autres gens et ainsi de suite. Docteur Schwartz, bonjour. Donc, je voulais vous poser une question effectivement au niveau du traitement métabolique. Donc, je vous remercie déjà pour votre livre parce que justement, il désacralise un petit peu la notion de cancer dans des mots de tous les jours. Je voulais d'abord vous remercier pour cela. Ma question était un peu la même en fait au niveau posologie. Je veux suivre ce traitement parce que malheureusement, je suis impactée aussi par un cancer.
Maintenant, on trouve un peu tout sur Internet, donc comment être sûr de... Je n'ai pas la réponse, madame. Je comprends bien le désarroi dans lequel vous êtes, mais il faut que vous entendiez que ce sont des métiers différents, qu'il y a un cadre juridique, qu'il y a des lois et qu'on ne peut pas déroger à ces lois. C'est à l'État de faire des essais ou le laisser faire. C'est à des fondations de lever l'argent pour y arriver. Nous ne pouvons pas nous mettre à leur place. Les malades, entre eux, peuvent se parler. C'est autre chose. Mais ça fait partie des choses qui sont à monter. Les lieux pour les malades, c'est des choses qui sont à monter. Nous, on ne peut pas le faire pour vous. C'est une autre problématique, c'est une autre façon de faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir les choses claires. Mais j'entends bien, je vois bien que vous êtes probablement malade, mais je n'ai pas la réponse. Toujours concernant la posologie, mais vous en préconisez une dans l'un de vos livres. La question que je me pose, c'est, il y a une posologie préconisée, est-ce qu'il ne faut pas l'adapter en fonction du poids? Quelqu'un qui pèse 80 kg ou 45 kg, est-ce qu'il y a la même? Et moi, logiquement, j'ai commencé la posologie que vous préconisez, mais après, à la réflexion, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas l'abaisser un peu, l'adapter? Je n'ai pas la réponse, madame. Je comprends votre question. Je n'ai pas la réponse. Ce sont des études qui sont obligées d'être menées. L'acide lipoïque, l'hydroxycitrate, pour ne parler que d'eux, et c'est la même chose pour le bleu de méthylène, sont des molécules à index thérapeutique large. Je veux dire, ce n'est pas des poisons. Ce n'est pas comme la chimiothérapie où si vous avez 10% de plus ou 10% de moins... Donc, dans le doute, on continue avec ce que vous proposez. Non, mais je ne me mettais pas dans une situation où je ne peux pas vous répondre, et encore moins devant un micro, devant une caméra. Mais je n'ai pas la réponse. Et est-ce qu'a priori, après la chimio, il faut continuer? Parce que j'ai entendu le premier... Madame, ce qu'on sait chez nos souris, c'est que quand on arrête le traitement, ça redémarre. Donc il faut continuer. C'est ce que nous disent les souris. Merci. Merci aux souris, alors. C'est pour ça qu'on a des souris. S'il vous plaît. Oui, moi j'aimerais intervenir. Voilà, j'ai mon épouse qui est actuellement traitée pour une tumeur au cerveau, qui est en lien avec un précédent cancer du côlon, qui a suivi votre méthode. Et donc, en fait, son erreur, je pense, en vous écoutant et en écoutant le témoignage, c'est qu'elle a ralenti le régime cétogène et surtout le protocole. Et donc, la question que je vais vous poser, la difficulté, c'est de trouver des médicaments comme la metformine sans ordonnance. Donc, y a-t-il une liste de médecins proches de votre approche qu'on pourrait consulter? Parce que, par exemple, son médecin traitant, à l'époque, elle avait eu le cancer du côlon, a refusé de lui prescrire, par exemple, de la metformine ou du Voltaren. Monsieur, je vous ramène à la loi. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Okay. C'est légalement impossible pour moi de le faire. Évidemment que je connais des médecins, évidemment qu'il y a des médecins qui prescrivent, c'est souvent dans le registre des médecines douces, mais légalement, nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit d'avoir de sites qui font de la publicité à des confrères. C'est contraire à la légalité. Maintenant, vous êtes des malades, ou en tout cas, il y a beaucoup de malades dans la salle. Les malades peuvent s'organiser. Vous n'avez pas les mêmes contraintes juridiques que nous, mais nous avons des contraintes juridiques. Oui. Okay. C'est à moi? Oui. Oui, bonjour docteur. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre conférence. Je suis une malade et je souhaiterais parler aux personnes présentes pour suggérer une action des patients, justement. Donc, il faudrait quelqu'un qui maîtrise les nouvelles technologies pour pouvoir faire une action commune. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui pourrait créer une plateforme qui s'appellerait peut-être OncoOp ou autre chose? Et à ce moment-là, tous les patients pourraient, ou même les proches des patients, pourraient parler autour d'eux de cette plateforme et pour essayer de justement diversifier l'action, enfin les actions qui seraient préconisées par les nouvelles méthodes de la recherche du docteur Schwartz.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense qu'il est fondamental que les malades s'organisent. Il y a Guy Tenenbaum qui est très actif sur Internet, qui est là-bas. On ne sait pas sous quelle forme on pourrait s'organiser. Oui, mais ça, après, moi, j'ai pas, je sais pas faire. C'est pas mon registre. Le simple fait de parler dans une conférence comme celle-ci, pour moi, est quelque chose d'extraordinairement stressant. Oui. Vous pouvez imaginer. Oui, merci beaucoup. Donc, je suis pas bon à ça. Je peux par contre vous dire les avenues et les traitements possibles, comment ça peut marcher. Nous avons aussi besoin de votre aide pour la fondation qui va s'appeler Guérir du cancer, qui est donc localisée à la Fondation de France. Merci beaucoup. Bonjour, docteur Schwartz. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai lu vos livres et dans vos traitements, vous préconisez des acides. Alors j'aimerais savoir, quand on a un cancer, est-ce qu'il vaut mieux avoir un terrain acide ou un terrain alcalin? Attendez, ça dépend de quoi vous parlez. La tumeur est acide à l'extérieur. Il y a l'acide lactique, celui de la choucroute qui sort, qui va vous digérer les tissus sains. Donc c'est acide à l'extérieur et c'est alcalin à l'intérieur. Parce que l'acide désoxyribonucléique, c'est assez logique tout ça, est démailloté et transcrit quand on est dans le milieu alcalin. Donc il faut acidifier l'intérieur, alcaliniser l'extérieur. Voilà. Après, il y a des façons de faire, et ainsi de suite. Et le dioxyde de chlore, le bleu de méthylène, probablement, hein, tout est dans le probable, c'est comme ça qu'ils agissent. Oui, bonjour, professeur. Merci de votre... Je suis là. Ici. Oui, d'accord. Merci pour votre conférence. Ma question se poserait sur l'acide ascorbique. Parce que mon modeste travail de recherche m'ont montré que le professeur Kaya est sur un projet de bons résultats pour l'acide ascorbique. Est-ce que vous avez entendu parler Je n'ai aucune expérience de l'acide ascorbique. Il y a une patiente que je ne connaissais pas, qui m'a raconté sa leucémie, qui était une leucémie aiguë grave, qui a pris, je crois, 25 grammes d'acide de vitamine C, quoi, intraveineuse, et dont la tumeur a été éradiquée comme ça. Mais je n'ai aucune expérience. Il y a des bons résultats à l'université du Iowa. Je ne fais que vous rapporter ce que m'a dit cette femme. Et moi, la seule chose que, quand j'entends quelque chose comme ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, quand vous entendez ça, est-ce que vous avez affaire à quelqu'un de mythomane ou quelqu'un qui existe? C'est une étude, monsieur. Oui, je parle d'une étude enregistrée. Je vous réponds. Donc, quand quelqu'un vous raconte comme ça, j'ai demandé qu'elle me communique le dossier, ce qu'elle a fait, et le dossier montre bien que le cas est réel. C'est tout. Je ne suis pas au courant de données d'acide de vitamine C à haute dose dans les tumeurs qui aient été positifs. Alors après, comme toujours, comme c'est une vieille molécule, il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues, mais je ne crois pas qu'il y ait d'essais qui aient été faits et qui aient été positifs. D'accord, merci. Mais tout ça, ça vaut la peine d'être essayé, hein, à mon avis. Merci, monsieur. On est tous très touchés par votre intervention. Tous, monsieur. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'une personne qui a un cancer, par chance, c'est pas moi, est-ce qu'une personne qui a un cancer, si elle diminue très fortement tout ce qui est sucré, met des chances de son côté pour s'en sortir? Merci. Oui, c'est le régime cétogène. C'est ce que je vous disais, c'est sur les tumeurs de bas grade, clairement, on a l'impression que ça a un effet. Les tumeurs qui évoluent, les types cancer de la prostate pour lesquels en début d'histoire ou ce genre de choses, clairement on a l'impression d'une efficacité. Mais ce que j'ai essayé de vous dire, et qui est probablement pas que simple, c'est que de bombarder, enfin de faire une alimentation riche en corps cétonique n'est peut-être pas aussi bon au long cours que ce qu'on pense. Je veux dire, scientifiquement, c'est encore débattu. Bonjour. Bonjour docteur, merci pour votre intervention. En ce qui concerne l'acide alpha-lipoïque... Bonjour. Bonjour. Donc vous parlez beaucoup de l'acide alpha-lipoïque. D'après mes recherches, mon humble petite recherche,
on parle beaucoup du sodium R-lipoïque. C'est la même chose. C'est la même chose, d'accord. Enfin, la façon dont je l'ai lu, hein, vrai, fausse, acide lipoïque, sodium R-lipoate ou le racémique et tout ça, c'est des différences financières. Ce n'est pas des différences scientifiques. D'accord. Mais c'est une opinion, ce n'est pas une certitude. Merci. On va laisser parler Guy. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est extrêmement actif sur Internet. Merci beaucoup. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a ému dans la conversation, dans l'exposé de Laurent, c'est sa première phrase. Voilà. On ne peut pas accepter que le cancer soit une maladie incurable. Voilà. Après, la deuxième chose, il faut que les malades s'organisent. Vous le savez, ceux qui me connaissent, c'est ce que j'essaye de faire. Et aujourd'hui, Laurent vient d'annoncer une fondation, il vient d'annoncer une feuille de route pour trouver les malades et comptez sur moi pour mettre mon site et toute mon énergie à votre disposition. Contactez-moi de manière à ce qu'on fasse une liste importante de tous les malades et que ces malades, ensemble, nous allons gagner. Vous savez que le but, ce que j'essaye de faire, c'est que la maladie métabolique qu'est le cancer soit reconnue en tant que maladie métabolique. Et après ça, on a gagné. C'est aussi simple que ça. Merci. Cancer thérapie, vous allez sur YouTube et vous tapez cancer thérapie. Je vous en prie. Merci. Mène-le. Bon. Merci, docteur. Merci avant tout à vous et à votre équipe et tout le travail qui est fait. J'ai deux questions très simples. Dans une des présentations, vous parlez d'acheter du bleu de méthylène Free Zinc. J'ai pas bien compris. Non? Sur une diapo, j'ai vu Free Zinc. On ne sait pas ce que c'est. Bon, d'accord. Et l'autre question, c'est est-ce que la propolis vous dit quelque chose dans le traitement du cancer? Merci. Il y a plusieurs choses qui sont en train de se jouer. Il y a évidemment le traitement du cancer, qui est tout de même le premier fléau. Il y a les malades qui sont un peu perdus là-dedans, avec cette sensation un petit peu d'être possiblement les derniers qui vont mourir, ou pas. Mais c'est la question, l'angoisse qui est au fond. Et derrière ça, il y a une deuxième question, c'est le modèle économique. Donc vous avez l'acide lipoïque, et puis vous avez des molécules qui s'appellent le CPI 613 ou d'autres, qui sont des copies qui vont sortir à des budgets infiniment plus importants. Vous avez le bleu de méthylène, et évidemment des gens qui vont vous dire que le bleu de méthylène contient du cobalt, du zinc ou je ne sais trop quoi dedans, et qu'il faut acheter le leur, le meilleur, et ainsi de suite. Je n'ai aucune idée si c'est bon, ou ça change quelque chose ou pas. Mais une des questions fondamentales est celle du modèle économique, et au fond derrière de la société dont on veut. Moi, tant que je serai pour la partie scientifique, nous avons une politique qui est claire, c'est pas de brevet, pas d'argent, et essayer d'avancer simplement pour la science. Et ça, c'est quelque chose auquel moi je tiens. J'avais posé des brevets sur acide lipoïque hydroxycitrate. Quand j'ai vu que les malades commençaient à en prendre, j'ai laissé tomber les brevets. Et nous voulons, enfin en tout cas je veux, pour que tout ceci reste aussi clean que possible et qu'on reste le plus loin possible des sirènes de l'argent qui ont fait beaucoup de mal à la cancérologie. Merci.
Merci à tout le monde. On va devoir arrêter là pour l'instant. C'est-à-dire que la régie doit bientôt fermer. On doit tout libérer à 18h. Bien entendu, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions importantes. Chaque question est importante. Il n'y a pas de questions bêtes. Je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à revenir au Palais de la Découverte mercredi, samedi, dimanche jusqu'au 13 octobre où il y aura d'autres chercheurs qui viendront. Vous pourrez poser des questions techniques, de détails. Et sinon, on les transmettra. Et ce qui compte, c'est qu'on communique. J'espère que cette journée, cette conférence sera vraiment un jalon, sera vraiment à marquer d'une pierre blanche dans la réalisation, la concrétisation, les premiers pas vers la concrétisation d'un réseau, d'une véritable coopération entre les patients, ce qu'on appelle de la science participative, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des souris qui subissent, mais c'est des individus, des personnes qui n'ont pas moins de valeur qu'un médecin, qu'une blouse blanche, qu'un ministre. Donc, on doit s'organiser, vous devez vous organiser, nous devons nous organiser sur le plan social, sur le plan pas seulement des réseaux sociaux, sur le plan économique et sur le plan de la communication, faire quelque chose. Je ne suis pas un communicant, moi je suis seulement un pédagogue entre guillemets, c'est-à-dire j'essaie de transmettre des connaissances scientifiques dans le cadre de mon travail au Palais de la Découverte. Et c'est pour cette raison que je l'ai fait. Et ça doit aller plus loin, c'est-à-dire qu'on est vraiment, comme le disait Laurent, pour les patients, par les patients. Et donc la balle est dans votre camp. C'est ça en fait la conclusion. La balle est dans votre camp. C'est-à-dire qu'on pose des questions, mais on a aussi des réponses à apporter. Les patients de Laurent ont des réponses à apporter. Et globalement, il va falloir s'organiser, former un réseau. Voilà. Je voudrais juste dire encore un dernier mot. C'est une histoire qui, pour moi, remonte à largement maintenant 20 ou 30 ans. C'est aussi une très belle histoire d'amitié avec des gens que j'ai pu rencontrer. Je pense à Olivier, je pense à Frédéric, je pense à Jacques Arnaud qui est ici, et tout ça, et Kamel, et que tout ceci a été pour moi une histoire d'amitié, de combat joint et de l'espoir de faire quelque chose de nos propres vies. Je vous remercie.